Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Vincent Strauss. Alors, Vincent Strauss, vous avez été l'un des fondateurs de Comgest, vous avez géré plus de 40 milliards d'euros. Depuis, vous avez aussi participé à la création de l'Institut des libertés avec Charles Gave, que nous connaissons bien. Je voulais faire un tour d'horizon de l'actualité économique et politique avec vous, évidemment. Ma question est toute simple. Il y a eu des discours, on sait un peu vers quoi veut aller le gouvernement. Oui. 1/3 d'impôts en plus et 2/3 de dépenses en moins. Des chiffres peuvent-ils être rassurants pour nos prêteurs? Qu'en pensez-vous? Alors, malheureusement, on fait partie des gens qui commencent à en avoir un peu assez de cette classe politique qui, de façon de droite comme de gauche, n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est toujours plus d'impôts, toujours plus d'impôts, toujours plus d'impôts. Donc là, pour nous vendre les merguez, on nous a un petit peu expliqué que mais non, on va faire 2/3 de baisse de dépenses et 1/3 de hausse d'impôts. Ce que, si on traduit entre les lignes, veut dire que les hausses d'impôts, ça c'est une certitude. La baisse des dépenses, c'est mañana para la mañana. Et donc effectivement, parole, quoi, c'est ça. Je crains que malheureusement, franchement, on ne parle pas de mesures hallucinantes. On voit tous autour de nous, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans l'état dans l'état de domaine, que ce soit sur la santé, la hausse hallucinante depuis le Covid, des dépenses de maladie, liées à l'absentéisme, etc. On est dans un monde de fous. On est dans un monde où en France on joue le non-travail. Il y a malheureusement le français a un problème dramatique. Je le compare souvent un petit peu à l'italien. Le français vit dans un paradis, mais où il ne paye pas beaucoup d'impôts, en tout cas pas beaucoup d'impôts directs, ça c'est sûr. Il paye pas son éducation, il paye pas sa santé, il est subventionné sur les transports, etc. Et il pense qu'il vit dans un enfer. L'italien qui lui vit avec des conditions économiques beaucoup plus dures pense qu'il vit au paradis. Donc effectivement, on est dans un monde où le français est un enfant gâté qui en demande toujours plus. Je ne sais pas quelle va être l'issue. Et pour les entrepreneurs, etc. La seule certitude que l'on peut avoir, c'est que dès qu'on va essayer de faire un tout petit peu d'une réformette pour réduire un peu le train de vie de l'État, qui est devenu obèse, qui est quand même, il faut appeler un chat un chat. On recrute des fonctionnaires pour nous casser les pieds toute la journée, quoi, je vais dire. Et comme il faut qu'ils justifient leur job. Alors, tous les fonctionnaires ne sont pas dans ce cas de figure. J'avais chez moi, chez Comgest, un type qui me disait, vous savez, Vincent, mes 2 parents sont fonctionnaires. Ma mère est directrice d'hôpital, elle bosse comme une malade, elle est mal payée. Mon père est très bien payé, il faut rien de la journée. Donc, je ne jette pas du tout tous les fonctionnaires avec l'eau du bain, pas du tout. Mais simplement, on arrive dans un monde où, dès qu'on va essayer de faire une toute petite réformette pour réduire un peu le train de vie de l'État, on va dire, oui, mais attendez, on tape sur les riches. Et à chaque fois qu'une petite réformette, on va encore taper sur les riches. Il y a un moment où les entrepreneurs, les machins, etc., finissent par se dire mais quand est-ce qu'on va arrêter alors que la France emploie un nombre record de fonctionnaires par habitant, j'y peux rien, c'est ou par centaines de milliers d'habitants, c'est un record quasiment mondial, j'allais dire. Il y a que les pays émergents ou des pays, j'allais dire, dictatoriaux, etc., qui ont des scores plus négatifs que nous, avec encore plus de fonctionnaires ou des gens payés à ne rien faire. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, ce sont les classes moyennes maintenant. Bien sûr. On s'attaque aux classes moyennes. C'est très clair quand on dit les 3 dernières tranches, par exemple, d'impôt sur le revenu. On pensait bien que les très riches sont déjà partis, sont ailleurs. Donc on s'attaque aux classes moyennes. Donc ces classes moyennes, si on leur prend,
200 ou 300 euros d'impôts chaque mois. Prenons quelqu'un, voilà, qui voit 200 ou 300 balles d'impôts chaque mois. C'est 300 balles d'impôts, Vincent Strauss. Il n'ira pas au restaurant. Ce sera un restaurant en moins chaque mois avec sa famille. Et il faut bien comprendre que c'est de la TVA pour l'État et que pour cette classe moyenne, ce sont ces dépenses que je qualifierais de superficielles, voilà, parce qu'ils ont les moyens, institut de beauté, restaurant, mais ça fait tourner notre machine et notre économie. Bien sûr. Mais je dirais même plus, effectivement. Pourquoi ils comprennent pas ça? Je pense que beaucoup de gens, dont moi, qui ont été entrepreneurs, qui ont bien réussi, on n'a aucun problème pour payer des impôts. Moi, payer des impôts pour des gens qui n'ont pas ma chance, pour des invalides, pour des gens qui sont paralysés, pour des hôpitaux, des écoles, à l'américaine, je serais tenté de vous dire, on est presque fiers de payer des impôts. J'ai aucun problème avec ça. Mais payer beaucoup d'impôts pour que le mec de la SNCF, qui est en grève en permanence, parte à la retraite à 52 ans, avec une retraite qui est statistiquement deux fois et demi celle du français moyen, qu'il ne finance pas lui-même, payé par nos impôts et nos transferts, payé sans arrêt plus d'impôts pour des gens qui sont de plus en plus privilégiés. Alors évidemment, je ne dis pas que ce soit des grands privilèges, mais finalement le fait d'être très bien payé pendant toute sa vie et de s'arrêter de travailler à 52 ans pour une bonne partie du personnel et de partir avec une retraite qui est deux fois et demi la retraite du français moyen, c'est quand même une rente de situation et les gens commencent à en avoir marre. C'est tout. Et comme vous le dites très justement, l'inflation que l'on a, qui est quand même assez forte, qui est un peu masquée un petit peu partout. Parce que je prends le cas simplement, c'est du machin à 2 balles, de ce que je vous dis, mais quand on avait encore vous êtes dans une pizzeria, c'est pas forcément le truc extraordinaire, mais on n'est pas chez vous n'avez pas savoir, à Paris où je vis, vous n'avez pas une pizza à moins de 20 euros si tu veux, si vous voulez, pardon, 20 euros, c'est 135 francs. Les pizzas valaient avant 25-30 francs. Dans le pire des cas, en 99, on a quand même multiplié le prix par 7, 8 ou 9. Vous savez, c'est passionnant. Et si vous voulez, c'est un exemple que l'on peut multiplier à l'infini. Et c'est vrai que, malheureusement, les classes moyennes souffrent beaucoup de l'inflation parce que ce que l'on a eu sur la hausse du prix du gaz, de l'électricité, du fioul pour se chauffer ou pour les bagnoles, etc., depuis 3 ans, est un impact colossal. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est 50 euros ici, 50 euros là, et pour beaucoup de gens, c'est effectivement beaucoup d'argent, parce que la vie est dure pour beaucoup de gens, surtout quand on vient de très grandes villes. À la limite, quand on est avec 2 salaires, même pas très bien, pas formidables, en province, dans une ville moyenne ou petite de province, c'est pas le nirvana, mais avec 2 personnes qui sont à 120% du SMIC en région, la vie est dure, c'est vrai. Et cette inflation, si vous voulez, malheureusement, est au cœur du sujet parce que nous sommes dans un monde où on a pas que la France. La France est un des champions du monde, mais les États-Unis également. Vous avez des piles de dettes un petit peu partout, et que pour ces piles de dettes, il nous faut 2 choses impérativement. C'est de la croissance à tout prix, parce que si on a une récession avec les piles de dettes que l'on a, tout implose partout. Donc il nous faut de la croissance à tout prix. En filigrane, il faut lire ce que font les banques centrales, non pas ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils font. En filigrane, ils nous disent, il nous faut de la croissance à tout prix, et si pour avoir de la croissance, on a un peu plus d'inflation, à la limite, tant mieux, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, quand il y a des piles de dettes, les dettes sont toujours payées un peu par le débiteur, un peu par le créancier, et un peu par l'inflation. Et on en est là aujourd'hui. C'est le nœud gordien du sujet, parce que je pense que ce que vos auditeurs ou lecteurs doivent comprendre, c'est qu'on est dans un métier où je crois que malheureusement, nous-mêmes, dans les métiers financiers, les gens sont devenus assez paresseux. Au lieu de faire leur travail, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'analyser ce qui se passe, ils prennent le prêt à digérer que nous proposent nos banquiers centraux,
Et là, Monsieur Powell nous a dit, ça y est, l'inflation c'est fini. Donc tous les gens disent, ça y est, l'inflation c'est fini. Mais qu'il nous soit permis d'en douter un petit peu quand on voit les situations budgétaires aux États-Unis, avec un déficit, on va finir l'année fiscale là qui s'est terminée il y a 2 jours, avec quelque chose comme 8% du PIB, 2 trillions de dollars, 2 000 milliards de dollars de déficit dont personne ne parle dans la campagne américaine, de même que dans la campagne française que l'on a eue au printemps dernier. La notion de budget, etc., était une notion vulgaire dont personne n'a parlé. J'aimerais bien que l'on m'explique un jour, comment se fait-il que dans le pays le plus taxé au monde, où il y a de l'imposition la plus forte au monde, nos services publics soient en déliquescence, alors que vous allez dans des pays qu'on pourrait penser comme des caricatures, comme en Russie, les services publics fonctionnent extrêmement bien, les hôpitaux sont ultra modernes, et le taux d'imposition, je vais prendre des revenus équivalents euros, j'ai vu 204 000 euros, donc 20 millions de roubles par an, c'est de 18%, contre 50%, 41% chez nous. Et en plus, ils sont en guerre. Ça compte l'effort de guerre. Et le 41%, si je peux me permettre, c'est parce qu'on a saucissonné l'impôt sur le revenu, et donc il y a une tranche dessus, mais si vous ajoutez la CSG, CRDS, qui est en fait malgré tout un impôt sur le revenu, on est plus, si vous ajoutez les surtaxes pour les hauts revenus, etc., on est à des niveaux qui sont effectivement parmi les plus élevés, tout à fait les plus élevés du monde, en plus de tous les autres. Et là, vous mettez le doigt sur un vrai sujet. C'est que je crois que on est sur des questions de statut. On ne peut pas avoir dans la plupart des grands pays, en tout cas des grandes démocraties, si vous avez un statut, genre gendarmerie, armée, etc., vous n'avez pas, si vous avez un statut, vous n'avez pas de droit de grève. Et si vous avez le droit de grève, vous n'avez pas de statut. Nous avons cette particularité en France d'avoir des tas de gens que l'on vient de citer, qui ont à la fois et un droit de grève et un statut. Et donc, effectivement, leur capacité de nuisance est absolument énorme. Mais il faut dire quoi ? Et c'est là qu'il faut évidemment un peu de courage. Le statut des fonctionnaires, par exemple, remonte à 1946. On peut comprendre qu'à l'époque, sortie de l'épuration, de l'occupation, etc., il est fallu protéger effectivement les fonctionnaires, etc. Je comprends bien. Mais à l'époque d'Internet, où tout va très vite, on a un statut des fonctionnaires qui a 80 ans, presque un siècle, 100 ans. Un statut des fonctionnaires qui fait que quand on a besoin d'envoyer quelqu'un du secteur des impôts de Paris pour l'envoyer à Nantes, on ne peut pas. Donc effectivement, on paye quelqu'un à ne rien faire à Paris et on recrée le job à Nantes ou ailleurs en province. C'est de ça dont il faut quand même s'occuper sérieusement en remettant en cause le statut. On a besoin, encore une fois, de fonctionnaires, personne ne le conteste, mais si on a un statut, on n'a pas le droit de grève, et si on a le droit de grève, on n'a pas le statut. Là aussi, pour reprendre le cas même de l'Italie, les chemins de fer italiens, il y a des périodes où les Trenitalia, les salariés de Trenitalia n'ont pas le droit de faire grève et de prendre les clients en otage. Nous, on a bien vu la prise d'otage qu'on a eue pour les Jeux Olympiques, la prise d'otage qui continue en permanence. Et donc, on a un secteur public qui non seulement est inefficace, on a un secteur public qui déteste le secteur privé, parce que dans les 2 grands secteurs que sont l'éducation ou la santé, eh bien en fait, le public ça coûte 100 et le privé fait à peu près la même chose pour 60 ou 70. Donc effectivement, et je ne crois pas quand même que les gens dans le secteur du privé soient traités à coups de fouet, de schlag, etc. Il y a simplement une efficacité qui tient au fait qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de rente de situation. Quand vous êtes dans le privé, si vous êtes enseignant, on vous demande de faire des heures un peu pour faire un autre job éventuellement en complément, etc. à côté, alors que dans le public, on dit, ah non, mon statut fait que moi, je fais mes 6 heures de cours par semaine et je ne ferai rien de plus à cause de mon statut. On est dans un monde de fous. Vous évoquez aussi quelque chose, vous avez caressé cette idée, mais moi je voudrais aller plus loin, avoir votre avis. Alors, la France, c'est un pays où les gens sont relativement sadiques. Voilà, je vais dire, il y a une sorte de haine de l'autre permanente.
charte du statut de l'autre qu'on n'a pas dans les autres pays. Vous allez même dans beaucoup d'autres pays, y compris des pays qu'on qualifierait de sous-développés, l'autorité, celui qui détient l'autorité, n'est pas sadique envers le faible. Parfois, vers le moyen, il va chercher à prendre un petit billet. Certes, il va prendre un petit billet et il partira et il lui souhaitera longue vie à lui et à sa famille une fois qu'il aura eu son petit billet. Ici, on veut pas le petit billet, mais on veut emmerder l'autre. Tout le temps. Oui. Les gyrophares pour la brave dame qui téléphone à son mari en lui disant je sors du bureau chérie un peu tard ce soir, va acheter le pain, et puis à ce moment-là, madame, elle est traitée comme si c'était Al Capone, quoi. Et tout est comme ça. Comment c'est la lutte des classes qui est dans nos esprits, qui est dans nos cerveaux, qui est forgée. Je ne sais pas, il y a une espèce de mais déjà, il y a quand même une inégalité énorme. Moi, j'ai commencé à travailler en fin 77. Fin 77, vous pouviez choisir d'aller dans le public ou non, pardon, dans le privé. Vous pouvez gagner pour le même type de job, vous gagnez 100, et dans le public, c'était votre choix. Vous étiez à 70, 75, il y avait une décote 20-30% selon le type de métier, etc. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde qui est juste l'inverse. C'est que même le flic qui va faire ses 28 heures par semaine parce qu'il a des gardes ou n'importe quoi, ou même pas ça, va être à 120, 130% du SMIC. Donc en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Le privé est toujours à 100 pour simplifier, mais dans le public et l'administration, ils sont à 120, 130. Donc comment vous oubliez aussi de dire que s'il est dans l'administration, il a un crédit plus facilement pour acheter son appartement ou sa maison sur une longue durée, sur 25 ans. Voilà, ce que dans le privé, c'est pas possible. Donc si vous voulez, on est en fait avec un monde qui est extrêmement pervers, c'est que le monde du public, en fait, c'est une rente de situation payée par le monde du privé. Et donc, effectivement, dans des pays normaux comme les États-Unis, même l'Allemagne ou n'importe quoi, la Grande-Bretagne, les jeunes veulent être le fondateur voit Bill Gates et ils disent je veux être un Bill Gates, etc. Interviewés en première et en terminale, les élèves disent le rêve c'est de travailler à la SNCF dans la fonction publique. Évidemment, on est bien payé, on travaille pas beaucoup, on a des tas d'avantages. On peut dire merde à son patron, il faut vraiment lui avoir foutu son poing dans la gueule pour avoir éventuellement une sanction contre vous. Tout ce petit monde-là, quand ils travaillent, sont généralement les suppôts de LFI, etc. Quand ils travaillent, parce que c'est pas toujours le cas. Et donc on est dans un monde de fous. Et le public fait une concurrence déloyale au monde du privé. Donc comment voulez-vous embaucher des gens? Vous êtes dans la campagne, vous êtes en Bretagne. Tout, que vous voyez, à chaque fois vous voyez votre plombier, votre électricien, votre garagiste, ils vous disent tous, on manque de main d'œuvre, mais ils savent très bien que dans le village, il y a un certain nombre de types ou de personnes qui ne travaillent pas, parce que c'est leur choix, parce qu'ils sont bien payés pour ne pas travailler. Et pourquoi voulez-vous qu'ils aillent travailler? Parce qu'en fait, ils sont tous à vous dire, quand ils veulent travailler, quand ils acceptent de travailler, oui, mais moi, je veux pas travailler le soir après 5 heures, parce que mon beau-frère à la SNCF, lui, il fait 28h50 au maximum, il part là. Donc, on a le secteur public qui est une concurrence déloyale pour le privé. Puis dès qu'il fait beau, ils sont tous dans leur jardinet avec un barbecue apéritif dès 5 heures de l'après-midi, souvent. Alors, c'était Vincent Strauss, j'aimerais qu'on termine quand même. Je vous demandais allez, le truc le plus pratique maintenant. Que fait-on? Comment peut-on faire si on arrive à un scénario à la grecque? Comment protéger son épargne? Alors moi je dis à tous mes copains, j'ai deux nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on va s'occuper sérieusement des problèmes de retraite, du statut des fonctionnaires, de réformer vraiment l'État, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va faire tout ça sous la contrainte du FMI, de la BCE et de Bruxelles. Alors, ayant dit cela, dans le cas de la France, comme dans beaucoup d'autres pays, je pense qu'on est quand même pas très loin maintenant. La France va être administrée par Berlin, c'est ça? En gros. À un moment ou à un autre, oui. Bon, c'est pas la première fois dans l'histoire, certains diront. On y vient parce que vous avez des pays qui sont très endettés, comme le Japon, mais d'une part, il faut voir que l'on parle là en France d'un taux de dette sur PIB qui est à 117%. Mais si vous mettez en cause, si vous rajoutez à ce montant-là
tous les montants des fonctionnaires ou assimilés qui ne sont pas provisionnés, vous êtes à 220, 230, 240%. Donc on est à des niveaux d'endettement les plus élevés du monde. Il faut appeler un chat et arrêter d'être dans le déni sur les questions de retraite, en particulier du secteur public et assimilé. La différence, c'est qu'un pays comme le Japon a un niveau d'endettement assez élevé, mais sa dette est détenue par les Japonais essentiellement. Dans le cas de la France, il y a moins de 50% de la dette qui est détenue par les Français, quand bien même, effectivement, le législateur, qui fait bien les choses, puisqu'il est juge et partie, il oblige les assureurs vie, tout ce qui ressemble un petit peu à des fonds, etc., de mettre beaucoup d'argent en obligations d'État, parce que comme chacun sait, une obligation, ça n'est pas risqué, et une action, c'est risqué. Alors là, j'ajoute quand même un point qui est très important. Ça, c'était relativement vrai, dans un monde de désinflation que l'on a connu entre 1980 et le point bas en 2020. Mais dans un monde qui est plutôt celui en reflation un peu partout que l'on a, nous expliquer que les obligations, ça n'est pas risqué et que les actions, c'est dangereux, objection votre honneur, parce que je crois qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est un peu dramatique, parce que beaucoup de gens qui sont dans l'allocation d'actifs, dans les banques, etc., ou même de particuliers, ont remis beaucoup d'argent sur les fonds obligataires en disant mais finalement du 5% c'est attractif. Ils ne voient pas qu'en fait la dérive monétaire est très élevée, puisqu'en fait aux États-Unis, France ce cas-là, mais le cas de la France est du même acabit. Aux États-Unis, on a beaucoup de statistiques, c'est un avantage. Sur les 10 dernières années, en moyenne, la dette américaine progresse de 8% tous les ans. Ce qui est, on peut donc dire que quelque part, la dévalorisation du pouvoir d'achat du dollar est de 8% par an. Et chez nous, on est à mon avis avec des choses un petit peu équivalentes. Donc, une des choses qui est certaine, c'est qu'il faut commencer par ce qu'il ne faut pas avoir. Ce qu'il ne faut pas avoir, c'est des obligations, et en particulier pas des obligations longues, parce que c'est probablement un des plus sûrs moyens de se ruiner aujourd'hui. Et donc un peu par défaut, et là on est tout à fait en phase avec Charles Gave, par défaut, qu'on le veuille ou non, on est quand même obligé d'avoir une allocation sur les actions relativement élevée, parce que les actions sur une longue période arrivent quand même, les entreprises arrivent à passer un moment ou un autre l'inflation. Et dans tous les pays où il y a eu beaucoup d'inflation, que ce soit le Japon, que ce soit le Brésil en son temps dans les années 80, des pays comme Israël à la fin des années 70, etc., l'indice boursier progresse. On le voit même paradoxalement aujourd'hui en Turquie ou au Venezuela. Donc effectivement, par défaut, il faut être sur les actions, mais par contre, le sentiment que l'on peut avoir, c'est que les investisseurs sont beaucoup sur le monde d'hier, puisque les bons docteurs des banques centrales nous disent qu'il n'y a plus d'inflation. Les portefeuilles sont très positionnés toujours sur des valeurs qui profitent de la désinflation, de la baisse de l'inflation, de la baisse des taux d'intérêt, etc. Mais je ne crois pas que dans le contexte dans lequel nous sommes globalement dans les grands pays de l'OCDE, qui est une politique de fuite en avant devant la dette, et surtout dans un monde où ce sont les déficits budgétaires qui sont les bases de la création monétaire, ce soit une bonne idée d'avoir de la dette ou des obligations. Donc il faut avoir beaucoup d'actions, mais pas forcément des actions. Le monde entier est aujourd'hui extrêmement surpositionné sur les États-Unis, sur le dollar, sur les actions américaines, dans les actions américaines, sur la tech américaine. Si on est contrarien, ce qui est mon cas, c'est extrêmement inconfortable d'avoir une valeur comme un Apple, qui est quand même la plus grosse market cap du monde, qui se traite à 32 fois les bénéfices, qui n'a pas de croissance bénéficiaire en dehors de l'effet de rachat de ses propres actions, qui a des gros problèmes à la fois de fournisseurs en Chine et de marché en Chine. Je laisse cette opportunité exceptionnelle à d'autres. Avec beaucoup d'humour, vous dites ça. Bon, après, moi, et de tout ce qu'on entend dire, gardez quand même de l'or, des vraies pièces d'or, de l'argent, des œuvres d'art, acheter des choses qui se monnayeront, qui ne se taxeront pas, qui ne se saisiront pas.
Charles Gave le résume très bien. Il faut acheter des actifs que les banques centrales ne peuvent pas imprimer. Et donc, effectivement, les biens réels comme l'immobilier sont statistiquement, sur longue période, une forme de protection. Mais attention, parce que là, il y a un impact aussi de démographie dans les pays développés. Il y a un impact malgré tout de taux d'intérêt qui sont quand même taxes d'habitation, taxes sur les résidences secondaires, puisque la taxe d'habitation existe encore pour ces autres biens. Il faut pas l'oublier. Donc en fait, l'immobilier pour se loger soi-même, parce que c'est comme la tortue, on est quand même mieux d'avoir un toit au-dessus de soi. L'immobilier placement pour sa retraite ou complément de retraite, avec les taux d'imposition que l'on a partout, le risque que l'on a, parce que quand on est un propriétaire foncier par rapport au locataire, on est un salaud en France. Donc il est normal que l'on punisse le méchant propriétaire face aux gentils locataires. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, il faut pas s'étonner que ce soit de plus en plus difficile de trouver à se loger, à louer, puisque les gens refusent, entre les taxations d'un côté... Puisque l'investisseur est un salaud, etc., par définition, c'est ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc, on se retrouve toujours sur les actions, mais encore une fois, il y a des tas de choses. Moi, je vois ce que font les grands family office dans le monde. Les grands family office dans le monde, ils ont moins de 1% sur les métaux précieux et 35% en private equity. Si vous êtes un peu contrarien, bis repetita, si vous êtes un peu contrarien, vous avez tendance quand même à plutôt vous méfier un peu sur le secteur du private equity, où la règle du 2% à l'entrée, plus 20% des plus-values, commence à faire un peu lasser, on s'en lasse, etc. Et donc c'est un secteur où il peut y avoir des bobos. Par contre, les gens n'ont plus la queue d'une mine d'or, d'une mine d'argent. Ils savent même pas écrire. Quand j'ai commencé à travailler, fin 77, vous arriviez dans une banque en Suisse, et pour l'hygiène, on vous connaît 5% de physique et 5% de mine d'or. Aujourd'hui, je pense qu'un chargé de compte à l'UBS à Genève est probablement incapable de nommer plus qu'une ou deux mines d'or. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un monde, et comme toujours, je crois qu'il faut faire des choses que les autres ne font pas, ne veulent pas faire. Mais c'est inconfortable aujourd'hui. C'est inconfortable c'est plus confortable de bêler avec le troupeau sur l'intelligence artificielle, etc. Je ne dis pas que ce ne soit pas des secteurs qui soient promis un certain avenir, mais on a quand même l'impression que ce n'est pas une vraie découverte. Donc, par définition, les valorisations ne font que tous ces secteurs-là ne sont pas confortables. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a devant nous un problème majeur sur le dollar. On sous-estime énormément en Occident le niveau de haine qu'il y a dans les pays émergents, y compris dans les pays modérés comme Singapour, etc., à l'encontre de l'Occident. Que les monnaies occidentales et le dollar en particulier sont vus comme des vecteurs, et c'est tout à fait juste dans le cas du dollar, parce que grâce au dollar, les États-Unis peuvent imposer leur système juridique et le jeu des sanctions à cause de la prééminence et de la centralité du dollar, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les problèmes des États-Unis ne sont pas terminés parce que ils ont profité, je dirais qu'ils ont usé et abusé du dollar monnaie de réserve. Alors c'est vrai que la Chine veut attaquer ce privilège. Ils vont pas réussir à dézinguer le dollar demain, mais quand beaucoup de gens vous disent mais de toute façon c'est impossible de le dézinguer, je vous dirais, objection à votre honneur, si on avait gardé un principe comme ça, on est en 1922,
on aurait dit effectivement à l'époque on ne peut pas dézinguer le sterling, monnaie de réserve du monde. On voit bien ce qu'il en est dès la fin des années 20. On parlait du lancinant problème des balances sterling. Alors on n'en est pas encore à parler du lancinant problème des balances dollars. Les dettes accumulées schématiquement depuis 71 par les États-Unis, mais à un moment ou un autre, il faut bien comprendre que une partie de plus en plus importante de la population mondiale n'a plus forcément envie de replacer ses économies aux États-Unis. Le modèle a été mis en place, si je puis dire, par Henry Kissinger, qui est mort il y a à peu près un an, qui avait expliqué à l'époque aux pays du Golfe: écoutez, on vous paye votre pétrole plus cher, mais vous, finalement, vous remettez votre argent aux États-Unis en bon du trésor, c'est formidable. Et donc les États-Unis avaient une martingale extraordinaire, qui était exportateur de bouts de papier marqués Engelbert Trust et T-Bonds, et importateur de biens réels. On arrive un peu au bout de ce mécanisme. Et voilà. Donc, essayez de raisonner différemment et de pas de bêler avec le troupeau. C'est un peu ce que je retiens aussi de vos conseils. Mais ça n'est pas confortable. Et en particulier, pas confortable, ça va quand on est indépendant. Mais pour beaucoup de gens qui sont salariés dans le système financier, que ce soit dans les banques, assureurs, etc., avoir un point de vue un peu trop tranché, vous avez un risque de carrière. Et donc, et si vous regardez un peu de près tous ces gens-là, il y a toujours un collier sur lequel il est marqué propriété de la BNP, propriété de Goldman Sachs, propriété de Crédit Suisse, etc. Et voilà, je ne critique pas les salariés de ces grands établissements qui ont leurs propres qualités, bien évidemment. Mais ont-ils vraiment la liberté de parole et de penser? Je n'en suis pas certain. Merci Vincent Strauss pour tous ces précieux conseils et puis cette analyse. Vous avez été longtemps l'un des papes de l'investissement en France à travers Comgest, plus de 40 milliards. Et vous avez aussi cofondé avec Charles Gave l'Institut des Libertés. Vincent Strauss, merci encore.